Bonjour. Dernièrement, David Lévesque m'avait écrit. Il m'avait écrit pour me demander si j'avais d'autres enregistrements que je pourrais lui transmettre. Oui, j'en ai d'autres, mais c'est pas le temps. C'est pas le temps de diffuser ça. Je peux pas, je le diffuserai pas non plus là. C'est vraiment pas le temps. Donc je me disais ce que je peux bien faire, c'est en faire un. Mais j'ai rien à dire, j'ai rien à parler. Rien qui serait ajusté pour le moment. Donc, mais au lieu de parler, je peux jaser un peu. Avec ma personnalité dans le jeu. De toute façon, comment je pourrais dire ça? C'est pas parce qu'on l'évite le jeu qui est pas là. Hmm? C'est pas parfait, mais c'est un jeu qui s'assume. Je trouve ça plus, je trouve ça plus clair. Un exercice de, comment je pourrais dire ça? Ben, qui s'assume, qui finit presque dans. C'est parce que si on évite le jeu, ben c'est dommage, mais ça finit presque dans la déresponsabilisation, de la négation de l'ego, puis de la négation de la parole qui s'assume. Dans le sens que, ben, c'est par où que ça passe, qu'on le veuille ou pas. Donc, dernièrement, j'ai discuté, petite anecdote comme ça, dernièrement, j'ai discuté avec un chrétien évangélique. Il m'a donné l'évangile de Jean, puis on a discuté un peu. Il a fini par m'avouer, à demi-mot, qu'il désapprouvait la façon dont ses petits-enfants étaient élevés par ses enfants. J'ai fini par l'amener à me parler de comment c'était avec ses enfants quand ils étaient enfants. Il a fini par me raconter qu'un jour, un de ses fils étant enfant, pour argumenter, lui avait dit qu'il avait appris à l'école, comme quoi qu'il y avait des droits. Qu'en tant qu'enfant, il y avait des droits. Il avait sorti ça à son père pour argumenter. Le monsieur m'a dit qu'à ce moment-là, il avait fait une crise à son fils, à coups de poing sur la table, en lui criant par la tête qu'en tant qu'enfant, il n'avait aucun droit. Que c'est pas ça qui est écrit dans la Bible, puis blablabla. Puis oui, blablabla. Parce que c'est profondément stupide. C'est profondément stupide. Je me disais qu'il avait tout fait, sans le savoir, pour que ses enfants se coupent de ce qu'il voulait leur transmettre. Et que c'était probablement vrai que ses petits-enfants étaient mal élevés, étant donné que les parents ont eux-mêmes été mal élevés. Plus loin dans la conversation, je parlais de la façon dont l'État joue avec l'esprit des enfants. L'esprit entre guillemets, là. Puis il me parlait de la parabole du denier de César par rapport au respect des lois de l'État. Puis il me parlait de Saint Paul qui dit que toute autorité vient de Dieu, puis blablabla. Puis ouais, encore blablabla. J'ai souligné que c'était en contradiction avec sa crise sur les droits des enfants, enseignés aux enfants par l'école publique. Puis là, il m'expliquait qu'il avait une foi simple, qui, dans le fond, il fuyait sa propre lucidité pour se protéger psychologiquement, parce que je soulignais des incohérences, des contradictions dans sa façon d'interpréter la Bible d'une façon qui l'arrange. Puis si ses enfants, aujourd'hui, veulent rien savoir de ça, c'est à cause de lui. C'est l'évidence même. Habituellement, ce qui va arriver, c'est qu'il y a un choc à un moment donné, comme l'affaire de faire une crise à ses enfants, coup de poing sur la table, ça a dû faire un choc. Donc là, à partir de ce moment-là, la personne va fuir dans un paradigme alternatif. Une grande partie de la spiritualité humaine vient de mécanismes de protection, pour se protéger psychologiquement du réel. L'être humain, il va fuir la réalité vers une réalité alternative. Puis il va rationaliser. C'est ça qu'on constate. Prenez, c'est pas juste, pas besoin d'être du monde qui ont été brainwashés par des mouvements américains là, évangéliques. Là. C'est comme ça dans toutes les spiritualités, pas mal.
Comme dernièrement, je regardais une conférence des dames très spirituelles dans les Laurentides. Puis à un moment donné, il y en a une qui a dit que se faire violer à 3 ans, c'était un cadeau évolutif et l'autre dame acquiesçait. Imaginez à quel point il faut être rendu dans de la distorsion cognitive pour dire des conneries pareilles. Quand on a vu l'effet que ça a sur le développement d'une personne, d'avoir été bloqué comme ça à 3 ans, les blocages que ça fait au niveau de la maturité affective, les problèmes que ça engendre, que des fois ça prend 50, 60 ans à la personne pour régler ça, puis aller de l'avant. Puis là, on a des dames qui nous disent que être violée à l'âge de 3 ans, c'est un cadeau évolutif. Ça, là, c'est de la connerie pure. Puis c'est lié au phénomène que je vous explique précédemment. Ça n'a pas de bon sens de dire des niaiseries de même. Une des deux dames, la même dame, elle, je me doutais que c'était lié entre autres sa rupture avec ce qu'on pourrait dire le paradigme commun, qu'on n'est pas obligé d'adhérer, mais là, de là être en rupture pour créer un autre paradigme aussi délirant, il y a une marge, là. Mais je l'écoutais parler, puis comme de raison, c'était lié à des chocs. Puis cette dame-là, elle racontait que le choc, elle, là, qui a fait, là, que sa vision du monde a complètement changé, c'était parce que son mari, elle s'était rendu compte que son mari avait une maîtresse. Puis là, on parle d'une dame là, qui s'est masculinisée avec le temps, qui ne parle qu'au féminin. Il y a juste le féminin qui compte. Puis bon. Donc, cette dame-là, un jour, elle se rend compte que son mari a une maîtresse. Puis, étrangement, le tribunal va donner la garde des enfants au père. Ce qu'à l'époque, n'importe qui s'est intéressé aux droits de la famille dans ces années-là, c'est que, sans présence de problèmes graves, la garde allait toujours automatiquement à la mère. Donc, il y a quelque chose là. Il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Puis, c'est là qu'on voit aussi cette façon de s'illusionner, puis de se créer des paradigmes alternatifs. Parce que, elle, ce qu'elle dit, c'est je savais pas que les hommes étaient comme ça. Je connaissais pas la sexualité des hommes. Puis de me rendre compte d'un coup comment étaient les hommes, ça a été un choc. Vous voyez, là? Oui, il y a une majorité, possiblement une légère majorité d'hommes qui sont infidèles. Mais ça veut pas dire que tous les hommes sont infidèles. Puis, je vais être franc avec vous autres, la plupart du temps, quand un homme a une maîtresse, c'est une femme mariée, sa maîtresse. N'est-ce pas? Puis, je peux vous dire par expérience que des femmes infidèles, il n'y en a rien qu'en masse. Il y en a beaucoup. C'est juste qu'elle n'en parle pas. C'est plus hypocrite. Donc, l'affaire, je me suis rendu compte que tous les hommes étaient comme ça, blablabla. C'est plus confortable d'embarquer dans un paradigme alternatif qui dit les hommes sont tous comme ça, que de revenir à la réalité puis se dire j'ai été naïf, j'ai été nounoune, puis je me suis fait avoir, j'ai manqué de discernement, puis j'ai marié un pas bon. Ça, c'est inconfortable. Mais c'est la réalité. C'est ça la réalité. La réalité, c'est pas tous les hommes sont comme lui. Donc, vous voyez là, puis ça va prendre puis là, souvent, ça va être lié justement à un changement au niveau social. Donc, la carrière, ça va plus très bien, puis tout. Puis c'est là qu'ils vont tomber dans... C'est là que ça devient des business, là, ces affaires-là. Que, autant les gugus de chrétiens évangéliques que les autres affaires, ça devient tout le temps des business parce que ce monde-là, ils sont en rupture sociale. Je veux dire, prenez juste, on va prendre le milieu du supramental. Il y a beaucoup de gens qui sont là-dedans, ils viennent de des familles à problème puis sont en rupture avec leur famille. D'une façon disproportionnée. Là, je parle au sens de proportion. Si je regarde cette population-là particulière, je regarde le nombre de gens qui sont en rupture avec leur famille, puis qu'ensuite je regarde dans la population générale, les proportions sont pas pareilles. Pas du tout. Puis là, on va être franc. Pourquoi ça prend tout le temps des formes comme on voit aux États-Unis? C'est-à-dire, vous avez un gourou, un motivateur qui fait des conférences payantes, puis là, il y a des séminaires, puis là, ça vient avec des formations de ci, puis ça a tout le temps ces formes-là.
C'est des business. Puis la forme, le côté entrepreneurial, le modèle vient des États-Unis. Ça vient des Américains, ces niaiseries-là. Est-ce qu'on a besoin de ça? Je parle collectivement en tant que peuple, pas en tant qu'individu, ça c'est votre problème. Que vous en ayez besoin ou pas, que vous pensez que vous avez besoin de des affaires de même. Moi, ce que je me demande, c'est collectivement, en tant que peuple, est-ce qu'on a besoin de ça? Est-ce qu'on n'avait pas déjà tout ce qu'on avait besoin, au fond? Puis, on nous a coupé de ce qu'on était pour créer une demande. Puis après, là, il y a une offre. Puis là, c'est là qu'on se fait ramasser. Puis on se fait rembarquer dans toutes sortes de conneries. Puis je pèse mes mots. Des maudites conneries. Parce que, si vous regardez les réelles motivations qu'il y a derrière des affaires de même, c'est pas toujours une réelle curiosité sincère, parce que sinon, il y aurait admission qu'il y a eu des erreurs de parcours, puis correction. Non. Ce qu'il y a derrière ces affaires-là, souvent, quand c'est mené par des hommes, c'est des affaires d'argent puis de cul. Ils veulent de l'argent puis du cul. Puis si vous regardez, quand c'est des femmes qui mènent ces affaires-là, elles veulent de l'argent puis de l'influence, puis du pouvoir puis de la visibilité. Souvent, de l'attention, si vous voulez. Mais on retrouve le même côté chez les hommes aussi, mais eux autres, souvent, ça va être plus axé, c'est un petit peu différent. Les profils sont différents. Mais il reste qu'on finit tout le temps par gratter un petit peu, puis c'est ça qu'on trouve. C'est ça qu'on trouve. Puis moi, je suis tanné de ça. J'en discutais avec le monsieur, puis à un moment donné, je parlais la différence entre le savoir et la connaissance. Ben, ce monsieur-là, il avait des bonnes bases. Il comprenait parfaitement ce que je disais. Pourquoi qu'il y avait des bonnes bases? Ben parce qu'il reste qu'il y a des bonnes bases pareilles sur ces affaires-là dans le christianisme, peu importe comment ça a été déformé, peu importe comment ça a été détourné, il reste que souvent du monde sont tout mêlés, mais au niveau de certaines bases, dans certains groupes, ils ont certaines bases, que dans d'autres groupes qui se disent plus modernes, plus évolués, ils les ont pas. Puis c'est des concepts flous pour eux autres, c'est pas des choses concrètes. Donc je parlais avec, puis j'expliquais, je disais, prenez, on va dire la différence entre la logique et la moralité. C'est des choses qui ne sont plus enseignées. C'est des choses qui ne sont pas enseignées du tout. Puis dans les groupes ésotéristes, et souvent on va parler de la différence entre la connaissance et le savoir, mais au niveau de certaines choses de base, ils les ont pas. Puis ce monsieur-là, au moins, là, ça, il l'avait. Ça, il l'avait. Prenez la logique. La logique, c'est une faculté de ce qu'on pourrait appeler en parenthèse l'esprit de l'homme, si vous voulez, l'intellect. La logique, c'est la capacité à faire la différence entre ce qui est vrai et ce qui est faux. Souvent par déduction ou par raisonnement, puis par vérification. Ça, c'est la logique. Puis c'est quelque chose, entre autres, en partie qui doit être transmis, ça fait partie de la connaissance. Tandis que la moralité, la morale, ça fait partie du savoir. Ça fait partie des facultés de l'âme. C'est la capacité à discerner le bien et le mal. Puis c'est beaucoup plus subtil que le vrai et le faux. C'est beaucoup plus subtil, c'est beaucoup plus difficile. Mais pourtant, c'est une faculté qui est innée. Vous n'avez pas besoin de vous la faire transmettre au niveau de la connaissance. C'est vraiment un savoir inné, intrinsèque, lié à la fonction, à une certaine fonction, une des fonctions qu'a l'âme. Donc, la différence entre le bien et le mal, elle vient d'une sensibilité interne et instantanée. Vous êtes supposé le savoir immédiatement, même un jeune enfant de 8-9 ans, il sait immédiatement quand il a fait quelque chose de mal. Pourquoi? Parce que c'est inné et ça fait partie du savoir. Le problème, c'est qu'avec le temps, souvent au niveau de l'éducation, on va court-circuiter l'âme avec l'intellect. Puis les gens, c'est là qu'ils vont tomber dans la rationalisation, dans le déni, dans la distorsion cognitive, pour justifier le mal. Puis faire en sorte qu'au fond, ils quittent la morale, puis ils rentrent dans une logique qui n'est pas logique, jusqu'à un certain point. Une mécanique d'ajustement du paradigme à ce qui fait notre affaire ou pas. Donc, vous le voyez, le processus d'éducation, au sens où un enfant qui sait instinctivement ce qui est bien et ce qui est mal peut devenir quelqu'un de mal, tout simplement parce qu'il est mal éduqué. Puis, on va court-circuiter ce qu'il sait au niveau d'un savoir inné par de la connaissance erronée.
Comme ce monsieur-là, quelque part dans son parcours, ça y est arrivé. Pourtant, la base est là. La vieille base qui était transmise depuis des millénaires, puis que je ne sais pas pourquoi, que c'est des notions qu'on a pu. Je veux dire, même quand j'écoute des gens très instruits, puis ces choses-là simples, qui étaient connues même avant la Renaissance, on dirait qu'ils n'ont plus de notion de ça. Donc, on a été mal éduqués, puis on éduque mal, parce qu'on ne respecte pas la nature de l'homme. Puis ça, je le vois aussi dans les gugus alternatifs, comme par exemple de nier que l'homme est capable de tout penser. Là, on est dans la négation de l'esprit de l'homme. Là, je parle d'esprit entre parenthèses. Toutes ces choses-là, c'est sûr que ça ne donne rien de déchirer sa chemise pour ça, là. C'est pas un individu qui va changer ça. Mais l'individu, il peut servir de la colère, de percevoir des choses comme ça pour se surveiller lui, pour s'observer lui. Dans le sens que, on ne changera pas nécessairement le monde. On peut nous-mêmes se parfaire. Puis là, dans le sens, c'est ça, de se parfaire. Pas de devenir parfait, mais de se parfaire. Puis aussi de se protéger jusqu'à un certain point des court-circuitages. Parce que c'est très subtil tout ça. Le monsieur là que j'ai rencontré dans le parc en prenant une marche, il est plein de bonnes intentions. Mais pour le reste, là, il y a des lacunes. Puis des bonnes intentions toutes seules, c'est pas suffisant. C'est pas suffisant. J'ai pas dit ce que j'en pensais, puis ce que je percevais quand il me disait, je l'ai rencontré en prenant une marche. Mais s'il était venu me voir quand c'était Berthold, au niveau de ce qui est public, puis tout, là, je lui aurais dit.